Victoire d'Info, donc spécial décryptage de ces résultats des élections européennes d'hier soir. L'invité politique, le deuxième, c'est Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Et pour vous co-interviewer, toujours Marcelo Vesfred du Figaro et Stéphane Vernet de Ouest France sont avec moi. Emmanuel Macron avait dit qu'il ferait tout pour que le Rassemblement national n'arrive pas en tête. Donc Paris raté pour le président de la République. Vous le reconnaissez, cela, ce matin? Quand on n'est pas en tête, on peut difficilement dire qu'on l'est. Donc je ne vais pas dire qu'on est en tête et je ne vais pas dire qu'on a gagné cette élection européenne. Ce qui est certain, c'est que le président de la République a eu raison de s'engager comme il l'a fait, parce que ça a été beaucoup commenté, parfois critiqué. Je pense que l'engagement du président de la République a permis aussi d'avoir ce surcroît de mobilisation des Français qui ont démontré aussi leur attachement aux élections, au principe de l'élection déjà, qui avait été remis en cause ces derniers mois, et à la question des élections européennes. Je crois que cet engagement personnel a aussi permis de contenir le Front National. L'ancien président de la République, François Hollande, lui, ne s'était pas engagé pendant les précédentes élections européennes. Et il y avait une participation qui était moindre et un Front National qui était plus haut. Donc ce que je constate malgré tout, même si en effet nous ne sommes pas en tête, c'est que nous avons réussi à contenir l'extrême droite qui, malgré plus de participation, n'a pas progressé. Elle fait moins bien en score que la dernière fois. Est-ce qu'avec une autre candidate, une autre tête de liste, autre que Nathalie Loiseau, qui a fait une campagne assez poussive, disons-le, vous seriez arrivé en tête? Je ne crois pas que la candidate soit responsable du fait que nous ne soyons pas en tête. Je crois qu'au contraire, le fait qu'on ait choisi quelqu'un qui était reconnu sur ses compétences, qui était crédible, non seulement ça nous garantit l'avenir, c'est-à-dire ça nous permet de dire qu'à partir de début juillet, à partir du 2 juillet, la rentrée des parlementaires européens, nous, on va peser, on va compter, parce que justement, on envoie des hommes et des femmes qui sont crédibles et compétents. Et je pense que la campagne qu'elle a faite, qui était justement cette campagne de remettre du sens, avec un ADN pro-européen qui est très identifié chez nous, je pense qu'au contraire, ça nous a permis de faire le bon score, qui est celui que nous avons fait hier soir. Stéphane Vernet. Alors tout le monde s'est focalisé sur le fait d'être premier ou deuxième, mais ce qu'on voit moins, c'est que les objectifs que vous étiez fixés au niveau européen, eux, ils sont atteints. C'est-à-dire que ce fameux groupe central d'une centaine de députés, vous allez l'avoir. Exactement, et l'objectif, c'est quand même des élections européennes. Donc merci d'y revenir. On va réussir à constituer la troisième force politique au sein du Parlement européen. On va sortir aussi, pour le coup, là, de cette bipolarité entre le PPE et le PSE, qui, de fait, a généré aussi beaucoup d'immobilisme au sein du Parlement européen et la capacité à avancer sur les enjeux écologiques, sur les enjeux de fiscalité, sur les enjeux d'harmonisation fiscale. Donc tout ce qu'on a porté pendant la campagne, on ne pourra pas faire sans nous. Au sein du Parlement européen. Ils vont même devoir faire avec nous. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On n'avait pas un groupe de plus d'une centaine de députés libéraux et progressistes. Alors, au sein faire avec, est-ce que vous pouvez expliquer simplement rapidement aux téléspectateurs qu'est-ce que ça implique? Parce que maintenant, une fois que l'élection est terminée, il va falloir attribuer un certain nombre de postes clés et vous vous retrouvez dans le groupe qui va en quelque sorte être le groupe faiseur de roi, qui va vraiment avoir cette position de pivot. Du coup, est-ce que vous allez pouvoir pousser des gens à des postes clés, et si oui, est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être? Il y a un certain nombre de postes clés, évidemment, notamment Parlement, aux représentants pour les questions de diplomatie, et évidemment surtout la Commission. Donc oui, évidemment, il faut qu'on puisse pousser des candidats, et je pense que ça, c'est... Qui, par exemple? Ça, on verra dans les quelques semaines. Michel Barnier. On verra dans les quelques semaines qui viennent. Je pense que ce sera en effet une bonne nouvelle pour la France, que les Français soient bien représentés sur les postes clés au sein des institutions européennes, et ce qui permettrait aussi aux institutions européennes d'être peut-être plus fortement incarnées pour les Français, parce qu'ils permettent aussi de parler au quotidien de ces institutions. Et puis ensuite, il y a la manière avec laquelle on va devoir constituer des majorités de projets au sein du Parlement européen. Il n'y a pas de majorité absolue, et ça veut dire qu'ils seront condamnés à composer avec nous, et donc qu'on sera non pas une force d'appoint, mais une force centrale au sein du Parlement européen. À propos des alliances possibles, est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'il serait envisageable qu'il y ait une alliance qui se constitue avec les Verts, par exemple? Avec certains d'entre eux, je le pense et je l'espère, parce que les questions écologiques, elles sont au cœur de ce qu'on défend depuis 2 ans. Ça dépend lesquelles. Si vous me demandez pour Michel Rivasi, je pense que c'est compliqué de travailler avec quelqu'un qui, de fait, est une complotiste. Et ça, je pense que ça ne les honore pas d'avoir choisi de la placer si haut sur leur liste. Les Verts allemands, c'est différent. Emmanuel Macron a mis le paquet sur l'écologie ces derniers jours, y compris en organisant... Pas que ces derniers jours. Quand même pas mal, en organisant 3 jours avant le scrutin un conseil de défense écologique, en mettant des tas de figures écologistes dans la liste. Et pourtant, le vote écolo
est quand même parti chez Europe Écologie Les Verts, qui font quasiment 13,47. 13,47, merci. Moi, je pense déjà que le vote écologique en France, il va au-delà de 13,4%. Il y a plus que 13,4% des Français qui se sentent concernés par les questions écologiques et on les retrouve aussi clairement chez nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints dès l'élection présidentielle sur les enjeux écologiques. Et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on continue à faire nos preuves et je pense que ça, on va pouvoir le faire dans les semaines qui viennent aussi en France. Aurore Berger, vous êtes porte-parole de La République En Marche, mais vous venez de chez les Républicains. On va regarder Laurent Wauquiez, qui hier soir a chargé Emmanuel Macron, qu'il crédite d'être le responsable de la poussée du Rassemblement national. On vous interviewe sur ça après. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement national contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Et ce résultat n'est évidemment pas à la hauteur des espoirs soulevés dans cette campagne. Avec 8,48% des voix, c'est évidemment un échec. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté les Républicains au vu de ce mais je ne score? les regrette pas au vu du score. Je ne le regrette pas au vu du changement idéologique des Républicains. Et je pense que Laurent Wauquiez était encore une fois une conclusion assez logique de la campagne présidentielle, d'un rétrécissement idéologique manifeste de la droite, qui s'est confirmé avec le choix de François-Xavier Bellamy aux élections européennes. Ce n'était pas quand même le signe d'une très grande ouverture et d'un très grand rassemblement que de le choisir lui, que de remettre Nadine Morano, que de remettre Brice Hortefeux, même s'ils les ont pas mis très en avant pendant la campagne, ils étaient quand même très hauts sur la liste et ils sont donc à nouveau élus. Je ne suis pas certaine que ce soit eux qui étaient les plus dynamiques au sein du Parlement européen. Après, on verra à l'avenir des Républicains. Moi, je vois par exemple sur mon territoire, dans ma circonscription, qui était considéré comme étant un bastion de droite, on est à 27%, La République En Marche, et les Républicains sont à 11,4%. Valérie Pécresse sur RTL tout à l'heure a dit « Si j'étais Laurent Wauquiez, je démissionnerais ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je me souviens de Nicolas Sarkozy en 1999 aux élections européennes, où lui fait un choix de responsabilité qui est de partir, considérant que l'échec à ce moment-là de la droite française est aussi le sien. Je pense qu'il peut difficilement dire que l'échec des Républicains est dû à Emmanuel Macron. Évidemment qu'on a fait campagne pour gagner, pour être le plus en tête possible. Laurent Wauquiez doit démissionner selon vous? C'est pas à moi de le dire. Moi, je suis plus membre des Républicains. C'est à eux de faire l'examen qu'ils n'ont pas fait à l'issue de la campagne présidentielle pour comprendre pourquoi les électeurs progressivement sont partis, pourquoi des élus sont partis et pourquoi là vraisemblablement ils ont à nouveau déserté avec le score qui est le pire score de la droite des élections nationales. Les Gilets jaunes avaient des listes, il y avait 2 listes qui ont fait chacune moins de 1%. Il y avait aussi samedi pour le nouvel acte des Gilets jaunes très peu de monde dans les rues. Est-ce que vous diriez que le mouvement est terminé? Je crois qu'il doit se terminer. Après, est-ce qu'il est terminé? Il y a vraisemblablement des gens qui sont un peu des irréductibles et qui souhaitent continuer. On ne sait pas trop ce sur quoi ils veulent continuer, à part la destitution du président de la République, dissolution de l'Assemblée. Ils sont bien encouragés à cela d'ailleurs avec des partis extrémistes. Ils peuvent avoir le droit de continuer à manifester. On ne va pas l'empêcher, évidemment, mais je crois qu'il est temps surtout que ça cesse, parce que je crois que les Français sont particulièrement lassés de cette situation. Et d'ailleurs, ils l'ont démontré aussi, à la fois en allant voter, bien plus qu'on ne l'avait imaginé et bien plus qu'en 2014, et aussi en n'étant absolument pas en faveur de ces listes. Stéphane Vernet. Hier, à l'Élysée comme à Matignon, le mot d'ordre c'était on change pas, on maintient le cap et on va accélérer, on relance les réformes. Et il est peut-être un peu temps, ça fait bien 6 mois que tout est en panne. Non. Oh quasiment en fait. Donc est-ce qu'il va vous rester suffisamment de temps dans ce quinquennat pour mener à bien l'ensemble des réformes, parce qu'il y en a un paquet qui sont à dérouler et pas des petites. Est-ce que c'est encore possible
de tenir la feuille de route jusqu'à la fin du quinquennat. Mais vous savez, depuis 6 mois, l'Assemblée nationale et le Sénat d'ailleurs ne sont pas à l'arrêt. Depuis 6 mois, on a avancé sur, par exemple, le projet sur l'école de la confiance, qui est majeur sur l'avenir de notre école, de l'école maternelle et de l'école primaire, par exemple. Le projet de loi sur les mobilités est déjà en cours d'examen. Donc évidemment qu'on va continuer à travailler et qu'il va falloir accélérer des choses qui relèvent de la loi, d'autres pas. La réforme sur l'assurance chômage, par exemple, c'est aussi aux partenaires sociaux de s'en emparer sous l'égide de la ministre du Travail. Donc oui, il faut qu'on aille au bout de ce cap. Moi, je pense que les 3 listes qui sont arrivées en tête, c'est des listes qui sont cohérentes dans leur ADN et dans leur identité politique. Ce que nos électeurs nous reprocheraient, ce que les Français nous reprocheraient, c'est qu'on change en permanence de cap et qu'on n'ait pas un aiguillon clair. Au contraire, on a un cap qui est clair et je pense que le résultat d'hier démontre que les Français veulent aussi qu'on le tienne. Mais Aurore Bergé, quel est votre choix? Quelles sont vos priorités si vous deviez décider? Parce qu'il y a plein de textes, il y a les institutions, la décentralisation, la bioéthique, les retraites, il y a plein de dossiers qui s'empilent. Qu'est-ce que vous, parlementaires, vous suggérez au gouvernement comme ordre de passage? Qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que tout ne passera pas. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? Déjà, il y a la question des mobilités, de l'avenir des mobilités. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est en cours. Mais je veux dire, tout le programme qu'on a porté, c'est de dire qu'il faut arrêter les assignations à résidence. Il faut arrêter qu'en fonction de son code postal, on soit assigné à ne pas avoir le droit et la possibilité de réussir. Donc ça, c'est majeur. La question écologique, évidemment, on a un texte sur l'économie sociale et circulaire aussi, sur la lutte contre le gaspillage, et qui est aussi un engagement très concret, opérationnel qu'on peut avoir en France dès maintenant. La PMA pour toutes, est-ce qu'il faut le faire tout de suite, par exemple? Alors, sur la question de la révision des lois bioéthiques, la révision des lois bioéthiques, ça va bien au-delà de la seule question de la procréation. Oui, il faut voter la question de la PMA pour toutes. C'est un engagement qu'on a pris. Je pense que ce sera fait dès cet automne. En tout cas, moi, je souhaite qu'on puisse avoir ce débat. C'est reporté, selon vous? Je ne sais pas si c'est reporté. Je vois bien, au regard aujourd'hui du volume de textes que nous avons à traiter, qu'à un moment, je pense qu'il faut le faire avant la fin de l'année. Et l'engagement qui avait été pris par le président de la République, par le Premier ministre, c'était de dire que les révisions des lois bioéthiques devaient être engagées avant la fin de l'année 2019. Et donc, je pense que ce sera le cas. Aurore Bergé, est-ce qu'il faut s'attendre à un remaniement du gouvernement dans les heures qui viennent? Ça, déjà, c'est pas ma prérogative, c'est celle du Premier ministre et du président de la République. De vos voeux? J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un vote de sanction hier, ni à l'encontre du président, ni à l'encontre du Premier ministre et de son gouvernement. Je pense surtout qu'il faut arriver à garder clairement le cap qui est le nôtre et en effet à être en capacité d'aller au bout des réformes que l'on a engagées sur la question du travail, sur la question fiscale, sur la question des services publics, sur la question de l'égalité entre les territoires. Merci beaucoup Aurore Bergé, Marcel Lopez-Fred et Stéphane Vernet.